là, on est connecté. Est-ce qu'on est bon? Je pense qu'on est bon. Il n'y a pas d'écho. Les gens qui nous entendent. Tout va bien. Alors, parmi les participants, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Mais comme leur micro est coupé, ils ont du mal à nous répondre. Oui, Bon, parfait. Parfait. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc Michel Ourmand, je suis président de l'ARSEG Ouest, pour la délégation Ouest. Je vous donnerai quelques explications tout à l'heure sur voilà, ce que c'est l'ARSEG et puis on fera une présentation et un tour de table. Mais dans les médias, on va attendre plutôt 11h03 pour laisser davantage de personnes d'arriver, parce que par rapport à la liste d'invités, d'inscrits, on a certainement encore du monde qui va arriver. C'est assez classique pour un webinaire. On arrive progressivement dans la danse. On va plutôt attendre les 11h03 pour démarrer. Alors, on nous dit qu'il ne voit rien sur l'écran. Ah bon? Alors, si je partage, de mon côté, je vois. OK. Merci, Sophie. Ah, c'est Quoi, le partage automatique? les gens qui sont ciblés. Je crois qu'on est- OK. Un cercle qui tourne sans fin. Bon, c'est sa connexion. Oui, peut-être que c'est la connexion. Oui, Pour moi. pour ceux qui ne le voient pas, je vous invite soit à vous déconnecter ou changer éventuellement de navigateur. Si vous avez Chrome, en général, ça se passe mieux sur Chrome. Éviter Internet Explorer, par exemple. On se laisse jusqu'à 11h05 là. On a la Hein. Il y a 7 participants, donc je pense qu'on peut. Ouais. Hop. Je pense qu'on peut démarrer du coup. Très bien, bah, écoutez, on va démarrer. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Donc, Michel Ourmand, je suis président de l'ARSEG sur la délégation Ouest. Juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'ARSEG, donc c'est la première association professionnelle en France qui œuvre dans l'environnement de travail. Donc, globalement, l'environnement de travail, ce sont les moyens généraux, les services généraux, l'immobilier, les achats, tout ce qui concourt en fait en matière de travaux et de services en fait pour les collaborateurs dans l'exercice de leur activité dans toute entreprise. On a des adhérents de toute nature dans des entreprises bien différentes, même si on a quand même une grande connotation bureau. Et puis quand même au niveau professionnel, je complète. Je suis salarié à Felcon-Pama, Loire-Bretagne, donc sur la région ouest aussi. Je suis responsable du service immobilier pour la région. Donc forcément, l'environnement de travail me parle. Alors sur ce qu'on fait habituellement au niveau de l'ARSEG, on fait des ateliers plutôt en physique, en région. On fait des webinaires aussi nationaux. Nos adhérents aiment bien réseauter, se rencontrer, faire de l'entraide. Évidemment, c'est plus facile quand on rencontre physiquement. Mais on aime bien aussi le format pour webinaire pour capter davantage de monde. C'est l'objectif aujourd'hui. Et à chaque fois, en fait, c'est d'avoir une belle thématique sur notre environnement large de travail. Donc, ça peut être aussi bien des travaux, de l'architecture, voilà, du mobilier de bureau, toute nature de service. Et puis là, le sujet d'aujourd'hui pour nous, c'est la restauration d'entreprise. Donc, c'est un sujet qui nous touche tous autour de la table. On va continuer la présentation de chacun pour son activité. Par contre, ce que je peux constater pour avoir, depuis qu'on a instauré l'idée du webinaire d'aujourd'hui, c'est que j'ai eu quelques contacts avec, soit en interne dans mon entreprise, soit au niveau d'autres adhérents de l'ARSEG.
Et j'étais surpris de voir que finalement, la réglementation dont on va parler aujourd'hui n'était pas connue, mais vraiment, c'était très, très méconnu. Donc, ça m'a assez surpris dans la démarche. Donc, je vois bien que dans les entreprises, les gestionnaires connaissent forcément. On parle beaucoup de circuits courts, bio, etc. Mais je voyais que ce n'était pas vraiment intégré, pas vraiment structuré. Alors, certainement que les intervenants extérieurs en restauration sont compétents en la matière, mais je voyais qu'il n'y avait pas cette connaissance. Donc, je trouvais, je ne sais pas si c'est pas forcément un manque de transparence, mais en tout cas une méconnaissance que j'ai pu constater. J'avais juste un rappel à vous faire, 2 rappels avant de démarrer. C'est qu'on vous répondra, vous pouvez poser toutes vos questions via le chat. On vous répondra plutôt à la fin, en fin de réunion. Et juste une autre info aussi, c'était sur les micros. Alors, je pense que tous les micros sont coupés. Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à le faire chacun individuellement dans vos bureaux respectifs. Autre point technique, si vous n'avez ni le son ni l'image, essayez d'utiliser Chrome. Pour ceux qui n'ont pas ni le son ni l'image ou l'un ou l'autre. Très bien. Écoutez, je vous laisse la main. Donc, moi, je suis Jean-Luc Fessard. Je vais animer ce débat. Je suis président et j'ai créé une association qui s'appelle Bon pour le climat. Je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais avant, je pense qu'il faut que chacun des intervenants se présente. Donc, Elisabeth, peut-être à votre tour. Bonjour à tous. Merci Jean-Luc. Je suis Elisabeth Squarnec, donc directrice des ventes et fidélisation pour la région Bretagne, Pays de la Loire, région Centre et Basse-Normandie, pour la marque Eurest. Bonjour à tous, moi je suis Sabine Maillot et je suis en charge de toute la partie développement durable et RSE du groupe Compass, dont fait partie la marque Eurest. Bonjour à tout le monde, Thierry Villégier, je travaille pour la coopérative Terrena, donc je suis le prolongement de la voix des agriculteurs et la direction de la nouvelle agriculture, une agriculture responsable qui se veut mettre une alimentation de qualité sur la table des consommateurs français. Merci Thierry, qui nous accueille, nous sommes dans ces locaux aujourd'hui. Tout à fait. Nous allons aborder donc, le contenu du webinaire et il va se passer en fait, il y a 3 parties qui sont inscrites, mais il va se passer en fait en 4 parties, puisque la 4e partie, ce sera les questions auxquelles nous répondrons dans la mesure du possible. Alors, le premier, c'est donc le contexte et les enjeux. On va situer quels sont les enjeux derrière l'idée d'une alimentation bas carbone, une alimentation bonne pour le climat. On verra après ce que cela veut dire très précisément pour la restauration collective. Et puis, on aura le témoignage de Thierry Villégier qui nous expliquera ce que peut faire un agriculteur, et vous verrez pourquoi l'agriculture et l'élevage sont très importants sur ce sujet. Vas-y. Alors, contexte et enjeu, je ne vais pas donner beaucoup d'informations, mais j'ai récolté une information il n'y a pas très très longtemps sur le fait que la restauration collective servirait 3,8 milliards de repas par an. Donc, on est sur un sujet qui est colossal. Et c'est ça qu'on va essayer de décrire maintenant. Alors, à partir de là, et c'est lié, vous le savez certainement, mais on est, en termes de gaz à effet de serre, un Français émet presque 10 tonnes de CO2 par an. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Ce qui est peu connu, c'est qu'en fait, 30% de ces émissions proviennent de notre alimentation. Et si on veut réduire notre impact sur le climat, il est fondamental d'agir sur notre alimentation. Alors, pourquoi ça? C'est parce qu'on va nous parler plus des transports, on va nous parler plus du logement, on vous explique qu'il faut changer nos modes de transport, qu'il faut isoler son bâtiment et tout. On ne va pas dire le contraire dans cette salle, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut aussi qu'on modifie, qu'on fasse évoluer notre alimentation. Et mieux que cela, quand on va faire évoluer notre alimentation, ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que Thierry est là, c'est l'amont agricole qui est le plus important. C'est-à-dire les 3/4 de ce que nous émettons au niveau de notre alimentation provient de l'amont agricole. Alors, qu'est-ce que c'est bon pour le climat? C'est une action que l'on qualifie du champ à l'assiette. Certains disent de la fourche à la fourchette. L'idée étant qu'on apprenne à mieux manger par une véritable métamorphose agricole et alimentaire. Alors, quand je dis métamorphose, ce terme, je viens de le changer il n'y a pas très longtemps, parce qu'avant, je parlais de transition agricole et alimentaire, et je me rends compte que transition, c'est
pas assez fort, parce que c'est vraiment un changement profond qu'on va devoir opérer si on veut réussir à être à la hauteur des enjeux climatiques. Vous le savez certainement, les scientifiques nous ont expliqué que, par exemple, dans l'Antarctique, il y a 30 degrés d'écart entre la température qu'on aurait dû avoir et la température qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir aux alentours de moins 50 et on est à moins 10, moins 15 actuellement. C'est-à-dire que le climat est en train de changer à une vitesse hallucinante. Alors, pour que nous, particuliers, on ait une action sur ce sujet, eh bien, on va essayer de limiter nos impacts sur le climat, on va essayer de limiter nos impacts aussi sur le vivant. J'ai rajouté aussi la notion de vivant parce qu'au début, je ne parlais que de climat, mais on s'aperçoit que les notions de biodiversité sont totalement liées. L'idée étant que pour arriver à agir dessus, eh bien, on va réduire la part animale de notre alimentation. Quand je parle de part animale, c'est parce qu'effectivement, souvent, on focalise sur la viande, mais en fait, il y a les laitages, il y a tout ce qui est produits animaux qui est aussi extrêmement important. Alors, on va réduire, mais on va faire mieux. C'est-à-dire, on va monter en gamme. Et le fait qu'on réduise va nous permettre justement de faire mieux. Donc, on va augmenter la part de végétal, mais c'est pareil, le végétal, ce n'est pas forcément excellent à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on dit que le végétal est également mieux. En utilisant, alors ça, c'est la plupart des restaurateurs qui sont nos interlocuteurs le savent, bien sûr, les produits de saison. Les produits de saison, il y a un avantage aussi en termes de nutrition et en privilégiant le local. Et je reviendrai sur cette idée parce que le local, il ne faut pas en faire quelque chose d'emblématique. Le local, il a un enjeu énorme qui est le fait de réintroduire de l'autonomie alimentaire et d'être moins dépendant de tout des circuits qui font que on va se retrouver, on en parlait à l'instant, parfois avec certains produits en rupture parce que justement les filières internationales ne permettent plus de les alimenter. Mais le plus essentiel dans notre démarche, c'est qu'il faut être pérenne dans son changement d'alimentation. Et donc, le premier enjeu, c'est que ce soit bon dans l'assiette. Alors, c'est pour ça que nous, on s'adresse aux chefs de cuisine, parce qu'il faut inventer une nouvelle façon de s'alimenter, mais si ce n'est pas bon, eh bien, moi, je me souviens, à une époque, on allait dans des restaurants macrobiotiques, alors on nous servait du riz complet, il fallait mâcher, enfin, en gros, c'était dégueulasse. Et donc, on le testait une fois, deux fois, et la troisième fois, on retournait chez McDo. Donc là, l'idée, c'est le changement alimentaire, mais qu'il soit pérenne, et pour ça, il faut se redécider dans l'assiette. Alors, je vous donne quelques chiffres, je vais essayer de ne pas vous abreuver trop de chiffres, mais si on part en moyenne un repas au restaurant, avec les produits de l'agriculture intensive, c'est en gros 5 kg de CO2 par repas, pour entrée, plat, dessert. L'objectif que l'on fixe, nous, un repas bon pour le climat, aux restaurateurs qui sont nos adhérents, c'est en mettant moins d'animal, plus de végétal, avec des produits de saison, mais qui sont par contre issus de ce qu'on va appeler l'agroécologie, qui sont avec une approche agricole qui est de polyculture élevage. Eh bien, il faut réussir à être en dessous de deux qui ont ce type d'agropolyculture. C'est bon. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plat bon pour le climat, un plat bas carbone? Eh bien, c'est un produit un plat qui a peu de gaz à effet de serre. Alors, pourquoi ça? C'est parce que les gaz à effet de serre, celui qui est le plus connu, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Mais quand on est en termes d'alimentation, on va s'intéresser à d'autres gaz qui sont beaucoup plus impactants. Le premier, c'est le méthane, qui là est produit. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est à cause du fait qu'il rumine et en ruminant, il rote. Hein. Et le méthane, le problème, c'est qu'il a un pouvoir calorifique 28 fois supérieur au simple CO2. Donc, c'est très impactant. Un autre dont on parle très très peu, mais qui est extrêmement important par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est le protoxyde d'azote qui provient de tous les engrais azotés, c'est-à-dire du fait que beaucoup de cultures sont avec
pétrochimie, avec des intrants qui sont pétrochimie. Et nous, on va parler qu'il vaut mieux être avec des intrants animaux, avec du fumier, du lisier, plutôt que de la pétrochimie. Et enfin, alors, le protoxyde d'azote, c'est 200 fois le pouvoir réchauffant du simple CO2. Et enfin, le gaz fluoré, alors ça, c'est terrible. Plus les produits circulent, plus on a besoin de mettre en place une chaîne du froid efficace. Mais la chaîne du froid efficace, elle relâche quand même des gaz fluorés. Et là, c'est 2000 fois le simple poids carbone du CO2. Donc, ça a un impact très fort. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour avoir un impact très fort. C'est pour ça que le poisson, par exemple, sauvage, il a quand même un impact carbone élevé parce qu'on va le chercher de plus en plus loin. Et donc, on est obligé de mettre en place une chaîne qui soit performante. Alors, je vous ai parlé de CO2, je vous ai parlé de grammes de CO2, mais souvent, ça ne parle pas. Alors, en général, les gens, ils donnent des comparaisons, ils parlent de trajet Paris-New York, ils parlent en kilomètres de voiture. Moi, personnellement, je trouvais que ce n'était pas une bonne idée. Et on est dans la restauration et dans l'alimentation. C'est pour ça qu'on a créé un critère qui s'appelle l'équivalence en nombre de baguettes. Alors, donc, ce que je vous ai mis des images qui sont des bovins, des porcs, de la volaille et du poisson, et essayez d'imaginer combien de baguettes il faudrait produire pour 1 kilo de viande. Alors, je ne sais pas, d'accord, c'est passé. Voyez, si vous regardez l'image de gauche, eh bien, les bovins, 1 kilo de viande de bœuf, c'est l'équivalent de la production de 236 baguettes, ce qui est colossal. Alors, je tiens à préciser, quand on donne ce chiffre, c'est des chiffres qui proviennent de l'ADEME, d'une base de données qui s'appelle Agribalise, et ça concerne le mode de production de viande en agriculture intensive. Si vous êtes en polyculture élevage, donc quand j'ai agriculture intensive, c'est des animaux qui ne voient pas un brin d'herbe, qui sont élevés dans du béton et qui sont nourris avec des tourteaux de soja OGM qui proviennent et qui comportent beaucoup de déforestation importée. Si vous êtes dans des pâturages en polyculture élevage, là les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Malheureusement, on ne les a pas parce que l'ADEME pour l'instant se refuse de les chiffrer sous prétexte que ça représente une part trop faible de la consommation de viande en France, mais on sait que c'est au minimum, avec les gens de Bleu Blanc Cœur, ils ont fait quelques études sur ce sujet, on sait que c'est au minimum moins 30%, d'ailleurs il faudrait réduire ce chiffre. Alors le porc, lui, a un bien meilleur résultat, puisque ça n'est plus que 65 baguettes. Pourquoi ça? C'est parce que par définition, ils ne sont pas réminents, et donc ils n'émettent pas la même quantité de méthane. La volaille, c'est encore nettement mieux, et le poisson, c'est pas mal non plus. Alors, en première analyse, on changeait l'alimentation, et moi, c'est ce que je racontais au début. On disait, du coup, on mange moins de viande de bœuf, quasiment plus. Par contre, tout sur la volaille. Serait une bonne idée en soi, mais dans la pratique, c'est pas si simple que ça. Il y a une étude qui a été faite par les gens d'IDRI qui explique que c'est pas évident. Pourquoi ça? C'est que, a priori, le bœuf, il mange de l'herbe. Donc, il n'est pas en compétition avec l'alimentation humaine. Alors que la volaille consomme des céréales, donc il commence à être en compétition avec l'alimentation humaine. Mieux que ça, il y a des terres, vaut bien mieux qu'elles soient laissées en pâturage. Et les pâturages, ça stocke du carbone. Donc, ce qui fait qu'il vaut mieux élever des bœufs, alors que la volaille, c'est moins évident en termes d'alimentation. Donc, c'est pour ça que je me garderais bien, moi, de dire il faut faire ci et pas ça. C'est-à-dire chacun va choisir sachant qu'il y a des impacts derrière, évidents. Alors après, passons s'il te plaît il y a la part carnée et puis il y a la part végétale. Végétale, vous voyez les pâtes, vous voyez le riz, vous voyez les fruits de saison, fruits et légumes de saison et les fruits et légumes hors saison. Et là, on a des chiffres évidemment qui ne sont pas du tout les mêmes, on ne pas dans la même catégorie. Donc c'est pour ça que certains disent ok, on y va, on devient tous végétariens, voire véganes, ce sera encore mieux. Personnellement, je pense que c'est une erreur absolue. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer. Pourquoi ça? Eh bien, avec le chaos climatique, je parle de chaos climatique parce que vraiment, on est dans un niveau où le climat est un enjeu essentiel. On va partir de l'idée que
nous, humains, on n'est pas carnivores, on n'est pas frugivores, on n'est pas granivores, encore moins herbivores, on est omnivores. Et je dirais, si on parle survie de l'humanité, tant mieux. Pourquoi cela? Eh bien, quand on parle changement climatique, il y a deux enjeux. Il faut savoir atténuer le changement et il faut savoir s'adapter parce que malgré tout, le changement, il a lieu. Alors, s'atténuer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va réduire la part animale et on va développer la part végétale. Mais dire on devient tous végétariens, ça serait une erreur. Pourquoi ça? C'est parce que, Dieu merci, nous les humains, on est omnivores. Ça veut dire quoi? Vous le savez certainement, il y a eu d'autres espèces d'humanoïdes avant nous. Ils sont tous disparus, nous on est encore là. Pourquoi on est encore là? C'est parce qu'on est une espèce assez étonnante qui est capable d'avoir à la fois des Esquimaux qui mangent une viande avec des taux de graisse que n'importe lequel d'entre nous serait malade, mais aussi des gens qui, dans les pays tropicaux, se nourrissent de fruits et de légumes. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que l'humanité a réussi à occuper pratiquement toutes les niches écologiques sur la planète. Et ça, je crois que c'est une force. Pourquoi ça? Quand le climat change, par définition, la capacité à produire de l'alimentation va changer. Donc, si vous êtes mode d'alimentation, soit que du carné, soit que du végétal, vous prenez un risque sur votre survie. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas rentrer dans ce scénario-là. Tu peux y aller. Alors, vous l'avez compris, nous, on est sur l'idée qu'il faut du végétal pour les animaux, ça c'est évident. Alors, ça va être à certains endroits un problème parce que, vous le savez très bien, il y a une emprise, on bétonne un peu partout. Enfin, les terres agricoles, ça devient dans certains endroits de plus en plus rare. On a des terres, par exemple en région parisienne, qui sont tout à fait bonnes pour produire du végétal. Et en fait, ça devient du béton ou de l'asphalte. Mais aussi, on va partir de l'idée qu'il faut de l'animal pour les végétaux. C'est-à-dire, si on veut se passer de la pétrochimie, dans l'alimentation, il y a une chose très simple, c'est on va utiliser les déjections animales. C'est pour ça qu'il ne faut jamais traiter l'un sans l'autre. Dans les deux cas, on va conserver des légumes et des animaux, mais le critère, c'est bien élevé. C'est-à-dire, quand j'ai parlé de polyculture élevage, d'agroécologie, c'est vraiment ça la base de l'approche de l'alimentation. Vas-y. Alors, pour conclure, on a 3 repas par jour. Au début, je disais, ce qu'il faut, c'est bon pour le climat 3 fois par jour, au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Je ne dis plus ça maintenant, je dis, donnez-vous 1000 opportunités par an pour être bon pour la planète et le climat. Alors, pourquoi 1000 opportunités? J'ai multiplié les 3 par 365 et on arrive, magique, à 1085. Ce qui fait que ça nous laisse 2 possibilités par semaine, entre 1 et 2, pour faire un repas de fête. Et là, surtout pas se priver. Alors, maintenant, ce n'est pas parce qu'un repas de fête c'est un repas de fête que c'est forcément un repas qui pèse un poids carbone extrêmement élevé. J'ai plusieurs exemples avec nous dans notre association de chefs qui nous ont fait des repas totalement bons pour le climat. Alors, il y avait 5 ou 6 services successifs. Voilà ce que j'avais à présenter. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Sabine. Sabine Maillot, donc, par rapport à tout ce que je viens de présenter, par rapport à tous ces enjeux, comment ça se traduit au niveau de la restauration collective? Alors effectivement, donc rebonjour à tous. Donc déjà, la spécificité de la restauration collective, excusez-moi, c'est que c'est un marché qui aujourd'hui, en partie, est assujetti à de nombreuses lois. Je vais y revenir après. Vous avez certainement entendu parler des lois Egalim, des lois AGEC, demain des lois climat. Et donc, à partir du 1er janvier 2024, c'est tout le marché de la restauration collective qui sera assujetti à ces différentes lois. Ces lois, on peut les voir comme de vraies contraintes quand on les regarde de but en blanc, dans un contexte aujourd'hui actuel géopolitique très tendu. Néanmoins, on a choisi effectivement chez Compass et plus particulièrement chez Eurest de les voir comme de vraies opportunités. Pas facile à mettre en place et on a besoin de nos clients pour les mettre en place, c'est une vraie certiditude. Mais néanmoins, ces lois, les unes derrière les autres, elles ont un seul objectif, c'est d'aller dans le sens de ce qui est
de ce que Jean-Luc expliquait. Excusez-moi. Ces lois, effectivement, elles tendent toutes vers une alimentation bas carbone. Ce n'est pas traduit comme ça, mais dans les faits, et c'est le slide suivant, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, une partie du marché de la restauration collective est assujettie à la loi Egalim. La loi Egalim, aujourd'hui, elle concerne, sur ce qui nous importe aujourd'hui, en entreprise, uniquement les marchés publics. À partir du 1er janvier 2024, vous avez la loi Climat et Résilience qui va prendre le relais et qui, derrière, va imposer exactement la même chose à la restauration d'entreprises des marchés privés. Donc demain, une entreprise privée qui a un restaurant d'entreprise sera assujettie effectivement à ces différents critères. En très très résumé, parce que concrètement, on pourrait faire 2 heures de webinaire sur le sujet de ces différentes lois. Si vous ne devez retenir que 3 choses sur la loi Egalim et donc demain la loi Climat qui devra être mise en place dans vos restaurants, c'est que c'est une loi, des lois qui favorisent une alimentation plus saine, plus sûre et plus durable pour tous. Ça passe, premièrement, par une montée en gamme de la quantité de produits durables dans les menus, jusqu'à 50% minimum, dont 20% de produits bio, tout ceci en valeur d'achat. Donc, ça, on le fait déjà via la loi Egalim sur une partie du marché. Le deuxième critère, c'est le fait d'intégrer dans nos plans de menu davantage de protéines végétales et donc de diversifier nos plans de menu. C'est aussi imposé, concrètement parlant, par ces lois. Et enfin, on se doit d'avoir des programmes très concrets avec des objectifs très précis de réduction de notre gaspillage alimentaire. Tout cela aussi est contraint par des reportings réguliers faits à nos clients et à toutes nos parties prenantes. Donc ça, c'est Egalim et la loi Climat. Là-dessus s'ajoute une loi qui s'appelle la loi AGEC, qui est une loi autour de l'économie circulaire. Et cette loi AGEC, retenez effectivement qu'elle nous oblige à réduire de manière drastique tous les composants plastiques que nous utilisons au quotidien dans nos restaurants. À la fois nos gobelets, la manière dont on livre effectivement nos matières premières, etc., etc. Et donc, quand on s'est dit tout ça, ces 3 lois, concrètement parlant, on le voit, elles vont dans le sens de ce que disait Jean-Luc. On est sur des menus de meilleure qualité, avec des produits effectivement plus durables dans l'assiette, avec une diversification de la protéine, avec une gestion du gaspillage et moins de plastique et moins d'usage unique au global. Donc effectivement, ces lois, ce n'est pas des contraintes, elles vont complètement dans le bon sens de l'histoire et on est ravis aujourd'hui de savoir y répondre avec toutes les contraintes que ça implique, notamment aujourd'hui avec la tension sur les marchés, mais on se doit d'y aller et surtout d'aller plus loin. C'est vraiment effectivement chez Compass et chez Eurest la stratégie que l'on se donne pour les prochaines années. Alors Sabine, c'est bien que vous soyez convaincus de faire ce changement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est convaincre les convives. Tout à fait. Et il faut convaincre aussi les équipes. Donc, qu'est-ce que vous faites pour que justement, au niveau de Compass, le reste, les équipes soient à la hauteur et les convives soient bien d'accord de changer leur alimentation? Alors, effectivement, ça passe par une véritable transformation de l'entreprise dans sa globalité, de nos marques, mais également de nos services support. Donc déjà, nous, effectivement, ce qu'on a fait chez Compass et plus particulièrement chez Eurest, nous avons fait le bilan carbone de toutes nos émissions. On a fait le bilan carbone le plus global possible, ce qu'on appelle dans le jargon de la RSE et des experts, un bilan carbone scope 1, 2 et 3. C'est-à-dire que nous avons pris en compte l'intégralité de nos émissions directes, mais également indirectes. On va au-delà de la législation sur ce bilan carbone et dans l'analyse qu'on se doit de faire théoriquement. Et en fait, le constat, il est sans appel. Il est sans appel parce qu'on se rend compte que dans un restaurant, une nouvelle fois, sans appel et sans surprise, ce qui a le plus d'impact, à hauteur d'ailleurs de presque 90%, c'est ce que nous achetons. C'est la qualité de ce que nous achetons, la provenance de ce que nous achetons, et on l'assume, mais également la mixité de nos menus. Puisque vous l'avez vu, Jean-Luc l'a expliqué, forcément, la protéine animale a plus d'impact que la protéine végétale. Et aujourd'hui, dans les restaurants d'entreprise, on est face à une certaine hérésie. Je vais y revenir après. Et donc, concrètement, à partir du moment où on a le bon constat, celui qu'effectivement, on doit acheter différemment et revoir la mixité de nos menus, c'est toute une entreprise
et toutes ces marques et tous les services supports qui se mettent en action là-dessus. Et principalement aujourd'hui, nos achats, notre service achat est en train de devenir un véritable levier de transformation vers une alimentation plus durable. Ça passe par, évidemment, savoir répondre au cadre réglementaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le basique, mais l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin et d'être effectivement moteur d'une alimentation encore plus durable sur la marque Rest. Donc, savoir répondre aux législations, aller plus loin en ayant des partis pris très forts sur certaines lignes de produits. Thierry pourra en parler notamment sur la partie carnet. Des partis pris très forts, mais également accompagner nos éleveurs, nos producteurs et les filières avec des engagements de volume, avec un accompagnement sur des grands projets stratégiques autour de la création ou le développement de certaines filières agricoles, et donc d'être réellement aussi en amont de phase de tous ces sujets. Donc, transformation de nos achats. Et donc, de manière plus concrète, dans un restaurant Eurest aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe exactement ce qu'a expliqué Jean-Luc. Il se passe davantage de produits français, de produits locaux. Et une nouvelle fois, j'insiste, produits locaux, quand c'est possible, dans toutes les régions, c'est assez basique, mais je tiens à le redire, tout ne pousse pas partout toute l'année. Donc, à partir du moment où on s'engage sur des produits de saison, dans certaines saisons, on n'arrive pas à avoir des produits locaux. C'est aussi une réalité, tout simplement, de l'agriculture française et un retour au bon sens. La marque Rest et sa partie alimentaire, culinaire, c'est vraiment un retour au bon sens et au basique. Et donc, concrètement parlant, aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir une constance sur la valeur des produits locaux toute l'année. Ce serait complètement menteur de pouvoir aller vendre ça. À certaines périodes de l'année, on aura jusqu'à 60% de produits locaux de saison. À d'autres périodes, on ne sera qu'à 15%. Et quand c'est le cas, on priorise les produits français, une nouvelle fois, dans la mesure du possible et du raisonnable. Donc, plus de produits français, plus de produits locaux, avec l'explication que je vous ai donnée. Une vraie diversification protéique. Alors oui, on a 1 ou 2 plats végétariens par jour dans nos restaurants, mais je suis parfaitement en phase avec le discours de Jean-Luc. On est effectivement des omnivores, donc tous les jours, vous avez de la protéine animale dans nos restaurants. On accompagne les filières françaises de bœuf notamment et de volaille avec Terena. Néanmoins, on tend vers une diversification plus intelligente pour tendre vers du bas carbone. Potentiellement, pas tous les jours du bœuf au plan de menu. Il sera remplacé par une volaille, bleu blanc cœur, qui peut être locale dans le cadre de l'ouest de la France. Et voilà, on diversifie le type de protéines, la quantité aussi de protéines dans l'assiette. Je prends souvent l'exemple d'un plat asiatique. Un plat asiatique, par définition, alors si la pâte vient de France, c'est quand même mieux, un plat asiatique a moins de poulet dans sa recette. Et donc, mécaniquement, son impact carbone est moindre. Donc, en fait, c'est une mixité de plein d'actions, type de protéines, du plat végétarien, bien évidemment, et quantité de la protéine dans l'assiette qui fait aussi qu'on est dans une diversification protéique. Donc, on ne tend pas vers le tout végétarien, pas du tout. On tend vraiment vers une alimentation beaucoup plus raisonnable et de bon sens, tout simplement. Au-delà de ça, effectivement, on a un enjeu autour de la saisonnalité. Je vous en ai parlé. Alors, en restauration collective, c'est un basique, la saisonnalité. On en parle très souvent. On parle effectivement, on n'a plus de tomates dans nos restaurants, etc. Dans les faits, oui, nous, concrètement, on a supprimé de nos mercuriales les tomates hors saison. Après, une nouvelle fois, on doit avoir avec nous les clients et les convives. Et on se retrouve parfois à réouvrir, malheureusement, les lignes de produits parce que parfois, on n'a pas réussi à signer un pacte avec nos clients sur le sujet. Et donc, c'est collectivement aussi qu'on arrivera à mettre en place ce type d'action. Nous, on peut être moteur, mais on sera moteur aussi dans le cadre d'un collectif avec nos clients pour mettre en place ces actions. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, on a parlé des achats. La réalité aussi, c'est qu'en restauration collective, et plus particulièrement sur nos marques, on jette en moyenne 15% de ce que l'on produit, donc de ce que l'on a acheté, de ce que l'on a cultivé. On est effectivement sur une vraie problématique de masse. Donc, la gestion du gaspillage alimentaire aujourd'hui est une priorité au sein de nos marques et sur Eurest. Et slide suivant, s'il te plaît. De manière très globale, oui, on a un programme très spécifique
Donc, on forme nos équipes, on a des KPI, un outil de suivi, on pèse tous les jours dans nos restaurants. Mais ça passe aussi, une nouvelle fois, par des changements d'habitude et de comportement. Ça passe par, notamment sur les entrées et les desserts, avoir une offre plus resserrée en restauration collective. On a eu, et on a d'ailleurs toujours, jusqu'à 10 entrées par jour, 5 desserts par jour. Donc forcément, tout ça, ça démultiplie le gaspillage. Il faut accepter, c'est une histoire de bon sens, une nouvelle fois, de réduire notre offre pour monter en qualité et aussi pour réduire ce fameux gaspillage. L'autre exemple que j'aime à donner sur le gaspillage alimentaire, c'est la fin de service. Et là aussi, on a besoin de clients moteurs pour accepter un changement en fin de service. Aujourd'hui, on a seulement 10% des convives qui passent à partir de 13h30. Et dans bien des cas, on nous impose, contractuellement parlant, d'avoir une profusion d'entrées, de plats, de desserts, tous les stands ouverts, jusqu'à 14h. Ce qui, par définition, génère quasi 40% de notre gaspillage alimentaire. Donc aujourd'hui, nous, on est en mesure de proposer une offre resserrée sur la fin de service en resserrant l'offre sur 1 ou 2 stands, ça dépend de la taille du restaurant, du nombre de convives, on s'adapte évidemment. Mais pour ça, on a aussi besoin de clients partenaires qui acceptent de tester et de changer aussi le mode de fonctionnement d'un restaurant d'entreprise qui, de mon regard, a atteint, entre guillemets, une limite qui aujourd'hui n'est plus entendable. Et effectivement, c'est ce qu'on œuvre au quotidien à mettre en place avec Eurest. Et ce n'est pas en un claquement de doigts que ça se fait. Quand on décide effectivement de changer radicalement une offre alimentaire sur plus de 900 établissements, c'est merci Sabine de me faire la quelques transition, établissements au fur et à mesure. Je vais passer la parole maintenant à Elisabeth parce qu'on était tous les deux un peu dans les généralités, qu'elle nous donne des cas concrets sur sa région de restaurants qui justement sont dans des démarches exemplaires. Tout à fait. Donc, en prenant une démarche exemplaire, on va parler du restaurant de Terrena, voilà, puisqu'en plus on est sur site aujourd'hui. Donc, on va illustrer nos propos en prenant donc ce cas concret, puisqu'en fait on est le restaurateur de Terrena depuis 2015 et on a été renouvelé en 2021, donc avec une toute nouvelle offre de restauration, puisqu'en fait si on fait un petit retour en arrière et pour illustrer ce que disait Sabine, Terrena en 2015 c'était 7 entrées dressées, 7 desserts dressés, beaucoup de plats proposés. Je ne vous parle pas du dessert bar et du salade bar. Du coup, effectivement, on avait énormément de propositions. Donc, au niveau du gaspillage alimentaire, comme Sabine le disait, 40%, c'était énorme, surtout pour un restaurant qui fait en moyenne 350 couverts. Aujourd'hui et depuis donc juillet dernier, on a réduit la gamme. Donc effectivement, on est passé à 3 entrées dressées, voire 4 selon les jours où on a le plus de personnes dans le restaurant. Et seulement, là, on les réouvre après une fermeture Covid, les salades bar, dessert bar, mais avec seulement 2 choix de salade bar, 2 choix de dessert bar. Voilà. Et pour être honnête, on n'a pas eu de levée de bouclier de la part des consommateurs, de nos convives, puisqu'ils ont parfaitement compris, en fait, puisqu'il y a une communication qui a été faite, ils ont parfaitement compris, en fait, la logique de tout ça. Et on propose également, avant, en 2015, c'était 1 plat végétarien par semaine. Aujourd'hui, on est passé à 2 plats végétariens. Effectivement, nos produits donc, sont de saison, ils sont frais. On utilise donc des légumes et des fruits frais, avec forcément plus de pluches le matin, on ne va pas se cacher. Par contre, comment c'est possible, sans augmenter les personnes dans nos équipes, en fait, nos ETP, c'est justement par la réduction de ce choix qui fait que quand on produit moins d'entrées, moins de plats, moins de desserts, forcément, les équipes peuvent plus se concentrer sur les produits et sur l'assiette. En ce qui concerne rapidement donc, le gaspillage alimentaire, donc pendant la production et après le service, tout est récupéré par nos équipes pour la méthanisation. Et on a un exemple tout bête, en fait, par exemple, sur le pain. Le pain, en fait, qui était avant en fait, distribué en amont quand vous preniez votre plateau, en fait, et que généralement les convives se servent en pain. On remarque que la corbeille, à la fin, près de la du distributeur de plonge, elle est remplie. Voilà, puisque finalement, quand on prend très plat dessert, on n'a pas forcément envie en plus de déguster son pain. Et donc là, aujourd'hui, le pain sur Terrena est servi en caisse, voilà, sur demande du convive. Ce qui fait qu'on a effectivement réduit de plus de moitié, en fait, notre gaspillage sur le pain. Et pour finir, sur la loi AGEC, c'est vrai, comme disait Sabine, sur les prestations annexes, nous, en fait, les plateaux repas avant, c'était du carton et du plastique. Aujourd'hui, en fait, ça a été changé en verre bambou, réutilisable. Donc, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, c'est moins lourd que le verre. Et pour, le transport également, quand on a effectivement des prestations qui sont servies sur d'autres sites, eh bien, effectivement, c'est toujours moins lourd à porter pour les camions qui servent. Voilà. Donc, on réduit effectivement comme ça. Super.
On a commencé à aborder ce qui se passait chez Terrena, alors je vois qu'il se passe des choses très intéressantes. Alors Thierry Villégier, on l'a expliqué, le plus important, c'est dans l'alimentation, c'est l'amont agricole. Donc vous avez une contribution extrêmement importante avec votre coopérative pour aller contribuer avec des produits et des menus plus résilients, bas carbone. Donc qu'est-ce que vous faites au niveau de votre coopérative pour aller dans ce sens-là? Alors peut-être avant de commencer, juste un témoignage pour corroborer ce que disait Elisabeth. Moi, je suis utilisateur du restaurant d'entreprise ou client du restaurant d'entreprise 2 à 3 fois par semaine. Non seulement toutes ces modifications se sont faites sans restriction auprès des convives, mais en plus, ils ont une vraie valeur de satisfaction et une vraie valeur éducative. Donc, c'est effectivement extrêmement important. Donc, moi, je vais vous parler effectivement de pratiques agricoles et de comment les agriculteurs de Terrena travaillent pour participer à leur niveau au changement d'alimentation dont vous a parlé Sabine, au changement d'assiette dans la restauration collective. Donc, très rapidement, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais Terrena, c'est une coopérative agricole. C'est quoi une coopérative agricole? C'est tout simplement un outil construit par les agriculteurs pour les agriculteurs qui se fédèrent entre eux pour générer des moyens et des ressources leur permettant de travailler ensemble. Donc, Terrena est basé dans les Pays de la Loire, à Ancenis. C'est le regroupement de près de 21 000 agriculteurs. C'est 15 000 salariés qui travaillent pour ces agriculteurs dans la coopérative. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est près de 45 000 emplois directs et indirects sur la région. Donc, globalement, quand vous êtes une entreprise de la région, vous avez soit dans vos salariés, soit dans vos restaurants, soit dans vos clients, des gens qui travaillent chez Terrena. L'agriculture dans les Pays de la Loire, notamment, c'est une agriculture de polyculture qui associe très souvent végétal et élevage. Donc, on parlait de polyculture élevage en début de réunion. On est vraiment dans ce modèle-là sur notre région. Une exploitation agricole type sur notre région, c'est une exploitation de taille très moyenne où très souvent il y a un petit peu d'élevage, soit de vaches allaitantes, soit de vaches à viande, soit de porc. Il y a un peu de céréales et puis 1 ou 2 bâtiments de volailles, souvent dans l'exploitation, 1 ou 2 bâtiments de volailles qui sont qui est le travail de madame dans la ferme. Mais tout ça, ça permet de travailler sur l'autonomie et l'autonomie protéique, donc sur un cercle très, très vertueux, que je vais résumer de façon un peu schématique, mais qui n'est pas loin de ça. On produit aujourd'hui sur une exploitation des céréales. Ces céréales peuvent contribuer à l'alimentation des animaux. Les animaux émettent des déjections. Ces déjections retournent à la terre et on n'est pas très loin d'un cercle d'autonomie protéique. Vous avez sous les yeux les chiffres des exploitations. Donc, vous voyez qu'elles sont très bien équilibrées entre les producteurs de lait, les éleveurs de bovins, les éleveurs de poules pondeuses, de volailles, de lapins, et puis tout ce qui est production végétale. La mission d'une coopérative, j'en ai parlé un petit peu, elle est unique. Elle est d'accompagner et de rassembler les agriculteurs et, pour faire simple, elle est de pérenniser et de valoriser leur production. Un agriculteur, il a une seule chose à transmettre aux générations futures, c'est sa terre. Donc, il veut protéger sa terre et pour faire ce métier, il doit vivre décemment de ce qu'il fait. Il doit être fier de ce qu'il fait et donc on a une mission qui est de construire une agriculture à impact positif dans l'intérêt de l'agriculteur, mais aussi des consommateurs et des citoyens. On a axé notre stratégie sur 6 pieds, relativement simple, mais ça nous permet d'aller à fond et extrêmement loin dans les impacts positifs qu'on veut générer. Le premier pied, ça ne va pas vous surprendre dans une coopérative qui met l'humain au centre de sa préoccupation, c'est de construire une expérience collaborateur positive. Nos agriculteurs
ont à cœur que les gens qui travaillent dans la coopérative soient heureux d'y travailler. La qualité de vie au travail est importante, la sécurité au travail est importante, et c'est le premier pilier de notre stratégie. Le deuxième, c'est tout ce qui touche autour du changement climatique. Et les 5 autres responsabilités vont tourner autour du changement climatique. Le premier, c'est d'élaborer et d'adapter les stratégies au changement climatique. Alors, 50% aujourd'hui de notre R&D est orienté sur cette thématique-là. La troisième responsabilité, c'est de tendre vers la neutralité carbone à l'horizon 2035. Et on a dit en début de réunion que l'amont agricole était très contributeur. Donc, c'est vraiment une ambition extrêmement forte qui nécessite un changement de pratique très profond, mais qu'on a décidé de relever. Et puis, les 3 autres responsabilités, innover au travers des solutions alternatives aux intrants chimiques. On a vu que dans l'émission de gaz à effet de serre, les intrants chimiques sont extrêmement importants. Et je vais vous donner un exemple, un exemple concret. On n'oppose pas modernité et pratique durable, bien au contraire. Et on a doté l'ensemble de nos agriculteurs d'une application qui leur permet de lire leur exploitation par satellite, parcelle par parcelle, et ils savent, à travers cette lecture-là, exactement où en est la plante, à quel endroit de leur parcelle et ce qu'elle a besoin. Et rien qu'avec cette lecture-là, on diminue de près de 25% les intrants chimiques par rapport à des productions conventionnelles sur les mêmes territoires, dans les mêmes conditions. Donc, c'est extrêmement important. La 5e responsabilité, j'en ai parlé au début, c'est l'autonomie protéique. Et c'est vraiment une ambition. C'est qu'aujourd'hui, sur le territoire, le fait d'avoir 20 000 exploitations qui sont complètement complémentaires les unes des autres entre grandes cultures et élevage, on doit réussir à pouvoir être en autonomie, ne pas dépendre du soja d'importation, ne pas dépendre de matières qui viendraient de très loin. Et on voit avec la crise russo-ukrainienne aujourd'hui qu'on est très dépendant. Et bien, aujourd'hui, c'est un des défis de l'agriculture d'être autonome. Et puis, le dernier point, mais il n'est pas neutre, on a une coopérative qui fait beaucoup de production carnée, de production animale, le bien-être animal, et on travaille avec ça depuis maintenant plus de 10 ans avec des organisations welfaristes telles que le CIWF, par exemple, qui nous aident à progresser, et on fait évaluer toutes nos pratiques aujourd'hui par le CIWF. Très bien. Alors, Thierry, vous nous avez présenté la coopérative, moi je suis enchanté par ce que j'entends, mais vous nous avez dit tout à l'heure, vous êtes responsable de la marque la nouvelle agriculture. Alors j'en consomme un peu moi dans mon supermarché, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette marque? Bien sûr. Alors la nouvelle agriculture, c'est une marque, mais c'est surtout une démarche et un engagement. Les agriculteurs de Terrena se sont posé la question de leur raison d'être il y a à peu près une dizaine d'années et se sont engagés dans une agriculture durable. Par rapport à ça, 3 pieds, moins d'intrants, moins de médicaments pour les animaux, moins de traitements chimiques sur les exploitations. Et cette démarche-là, ils l'ont appelée la nouvelle agriculture. La nouvelle agriculture, elle a pour vocation de mettre dans l'assiette du consommateur au travers de la grande distribution, dans l'assiette du convive au travers de la restauration, des produits sains, mais accessibles à tous. On voit qu'aujourd'hui, on est quand même dans des questions de pouvoir d'achat extrêmement imprégnantes. La nouvelle agriculture ne se veut pas une filière premium, une filière d'excellence. Elle veut tout simplement être des produits vertueux, accessibles à tous sur l'ensemble des créneaux de consommation. Super. Alors, 4 piliers, j'en ai parlé rapidement. Le bien-être animal, en permanence améliorer nos conditions d'élevage, et c'est extrêmement important pour nous. Le respect de la nature, biodiversité, l'environnement, la réduction des traitements. Par exemple, aujourd'hui, sur nos productions de poulets, chaque agriculteur a un engagement à replanter des haies dans son exploitation pour permettre notamment la vie des abeilles, la régénérescence de la biodiversité. C'est la marque des agriculteurs et ce n'est pas neutre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la nouvelle agriculture, elle doit permettre en circuit court à un agriculteur d'être bien rémunéré.
en tous les cas d'être mieux rémunérés. Et aujourd'hui, moi, en tant que salarié de la coopérative, je ne présente pas un seul projet à mes actionnaires agriculteurs, à mes patrons, s'il ne permet pas de générer plus de valeur pour les agriculteurs. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, on ne peut pas faire ça dans notre coin. On a appelé ça le consommateur-acteur, mais en tous les cas, l'objectif, c'est de partager au maximum, dans tous les lieux où on peut, nos expériences et donc de rapprocher agriculteurs et consommateurs. On s'aperçoit, quand on parle aux consommateurs, que l'industrie agroalimentaire, elle est tout le temps suspect, alors que l'agriculteur, il est tout le temps caution. Et il a la confiance aujourd'hui de nos concitoyens. Très bien. Alors, effectivement, merci Thierry, parce que c'est vraiment énorme ce que vous nous racontez, sachant que nous, chez Bon pour le climat, on explique qu'il faut redonner de la valeur à l'alimentation et donc à l'agriculture. On est vraiment dans ce... Voilà. Alors maintenant, on a à répondre à vos questions, mais avant, peut-être Elisabeth, Oui, deux mots de conclusion. Exactement, une petite conclusion. Hein. Donc, comme on vous l'a répété tout à l'heure, donc la restauration collective, c'est 3,8 milliards de repas par an. Donc, nous sommes plus que concernés par l'impact sur l'environnement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Sabine, 15% de gaspillage, enfin qu'on jette en fait de nos achats. Donc, cela, évidemment, ça passe par nos approvisionnements, par l'amont agricole. Et les partis pris en fait que Eurest et plus largement le groupe Compass ont fait toute l'année. Et puis effectivement ne pas, comme l'a dit tout à l'heure Sabine, ne pas forcément juste miser sur les produits locaux, mais avoir, je dirais, une démarche plus holistique en fait sur le choix de nos produits. Concernant le choix justement, ça a été une réussite sur le site pilote de Terrena pour notre nouvelle identité culinaire Eurest avec ce choix qui a été réduit dans notre distribution et dans notre plan de menu. On doit choisir intelligemment en raisonnant non pas forcément, donc comme j'ai dit, par le local. Et on ne vous demande pas non plus dans le choix d'être végétarien, carnivore ou autre, mais d'être vraiment omnivore et juste de trouver la bonne balance entre un peu moins d'animal et un peu plus de végétal. Donc, en ce qui concerne ensuite le consommateur, on va dire un consommateur plutôt, puisque c'est vrai que quand vous choisissez dans la distribution vos produits et votre plan de menu, je dirais, toute la semaine, c'est à vous de choisir raisonnablement en fait, et puis de réaliser quelques repas, comme le disait tout à l'heure Jean-Luc, de fête de temps en temps. Voilà, et parce qu'il est impératif pour nos convives également et nos clients, qu'il n'y ait pas un sentiment en fait de frustration et de se dire je suis puni ou je me punis moi-même. Voilà. Et en fait, il faut qu'on ait une communication qui soit faite envers nos convives, mais qui se fait avec vous, qui se fait clairement ensemble pour que ce soit très bien vécu dans nos restaurants. C'est ensemble que nous devons avancer donc sur la protection, je dirais, du climat par nos actions. En amont, bien sûr, avec nos fournisseurs, nous Eurest, le groupe Compass, mais aussi avec vous en fait, qui êtes tous autour de ce webinaire aujourd'hui, par des actions simples, c'est-à-dire lors de la rédaction, par exemple, de vos cahiers des charges et lors effectivement de votre passage dans notre restaurant sur le choix de la composition de votre plateau tous les jours. Génial, merci. Alors, merci. Au niveau de nos présentations, on a fait le tour. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on regarde s'il y a des questions qui méritent d'être traitées dans les 10 minutes qui nous restent. Alors, on n'a pas une question, mais plutôt une affirmation de Sophie Rousset, disant qu'il faut que le prestataire de restauration puisse donner envie et communiquer sur les décisions d'entreprise, et cela concernant, bien évidemment, l'impact environnemental et comment demain peut-on convaincre nos convives à diminuer les tomates fraîches en hiver, etc., etc. Donc, est-ce que quelqu'un d'entre vous veut répondre à cette question? Comment demain, question indirecte, comment donner envie, communiquer au sein de nos restaurants et des convives par rapport à cela? Nous, on peut le dire nous, Julien, en amont, quand on fidélise ou quand on a un nouveau client. C'est-à-dire que là, par exemple, on va avoir un restaurant prochainement qui va ouvrir à Angers en septembre prochain. On est d'ores et déjà dans la communication avec le pôle qui a drivé la consultation pour réaliser en fait une animation justement sur le choix qui va se restreindre un petit peu dans le restaurant, que ce soit en amont via une newsletter qui sera envoyée sur les boîtes mail de l'ensemble
l'ensemble des collaborateurs du site, ou même le jour J avec la présence de notre diététicienne coordinatrice qualité qui sera là effectivement pour expliquer en fait les parties pris de reste pour les produits et pour le choix notamment dans les restaurants, afin que le consommateur, je dirais, le convive ne se sente pas puni par le choix. Ça peut être des actions de communication. Mais moi, il y a un truc plus simple que pratiquent nos restaurateurs qui sont très engagés. Ce pas des gens qui ont la capacité, comme des moyens pour communiquer beaucoup. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils font en sorte que ce soit bon dans l'assiette. Et à partir du moment où c'est bon dans l'assiette, je vous promets, on a des tas d'exemples de gens qui venaient pour manger des trucs très carnés, on leur a mis des plats avec beaucoup de végétal et moins de carné, et ils sont repartis en disant « Ah, bah, finalement, c'était pas si mauvais que ça ». Donc, c'est vraiment aussi un des enjeux, c'est que le contenu de l'assiette soit excellent. Merci. Alors, on a une seconde question de Jean-François Guyader. Avez-vous prévu des supports de com pour affichage dans le restaurant? Donc, comme le disait Elisabeth, évidemment, on ne va ne pas mettre de communication marketing. Et le but, c'est de communiquer pour nos convives, pour expliquer pourquoi on ne met pas tel produit, alors qu'effectivement, il y a quelques années en arrière, on avait par exemple de la tomate tout au long de l'année. Pourquoi effectivement, dans nos salades bars, les fraises ne sont plus tout au long de l'année également. L'idée, c'est d'expliquer pourquoi on ne les met plus. Donc, c'est une question de saisonnalité. Et donc, il y a les affichages, que ce soit sous format papier, dynamique, ou également… Et la formation de nos équipes, puisque le premier concerné, c'est le chef gérant, en fait, qui peut vous expliquer quotidiennement à tous les convives qui passent. Exactement. Une autre question de Guillaume Sens. Existe-t-il des labels certification pour valoriser une restauration collective responsable? Des labels certification oui, alors on peut, alors c'est Sabine Maillot qui parle, on peut effectivement tendre vers des certifications ISO, ça dépend effectivement quel type de restaurant nous sommes. Après, sincèrement, pour moi, c'est plus adapté sur des cuisines centrales, sur du traiteur, sur un restaurant en tant que tel. Pour moi, ces normes font assez peu de sens. De mon regard, effectivement, on est plus sur des convictions, de la mise en place d'actions très concrètes qui sont tout simplement des actions de bon sens. Mais des vrais labels ou démarches pour un restaurant d'entreprise officiel, non, il n'y en a pas réellement. Et puis, en fait, dans la pratique, les labels, ça sert surtout à mobiliser les équipes par rapport à des enjeux, plus que dans la communication vis-à-vis des convives. Parce que les convives, ils sont brevets de tas de labels. Et c'est surtout des outils pour mobiliser les équipes et faire en sorte qu'elles soient très attentives sur ce qu'elles produisent. Donc Sophie Rosset nous dit donner envie aux décideurs, c'est bien, mais elle est convaincue qu'une fois en place, les solutions seront appréciées, le convive satisfait. Effectivement, que c'est aux décideurs, effectivement. Absolument. Voilà. C'est aux décideurs, aux sponsors en interne chez nos clients d'être porteurs de ce message. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une vraie décision d'entreprise qui puisse avoir un impact derrière sur l'ensemble de leurs collaborateurs et donc des convives. Et le côté positif d'une démarche de genre, c'est la fierté des équipes. À partir du moment où les équipes voient qu'ils sont dans des démarches de progrès, etc., ils vont justement mettre en avant les produits, en parler. C'est aussi un des enjeux énormes dans la restauration collective. C'est comment on acquiert la fierté des entreprises par rapport à ce qu'ils produisent. Alors, Marie-Christine Delot nous demande s'il y a une législation en vigueur concernant la vente des invendus en fin de service. Alors, il y a effectivement une législation, pas sur la vente, mais sur le don des invendus, qui est liée à la loi Egalim. Pour l'instant, ça concerne plus directement des très, très gros restaurants ou des cuisines centrales. De mémoire, mais je vais revérifier, on est sur du 3000 couverts jour. Néanmoins, un décret est passé et a réduit effectivement l'obligation de don à, je crois, mais idem, je vais revérifier, du 300 couverts jour. Donc, ça, c'est à partir de 2024, donc demain sans être demain. Après, pour être complètement honnête avec vous, sur le don, on est aussi contraint par la vraie réalité aussi des associations. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, on est effectivement plutôt dans une démarche de réduction pour protéger effectivement le climat et ne pas jeter ce que nous achetons. Donc, au final, il s'avère qu'on a, sur des restaurants assez réduits, si on prend des 300 couverts, assez peu de choses à donner ou à vendre en fin de service.
Donc les associations, finalement, ne se déplacent pas pour effectivement peu de dons. Donc aujourd'hui, nous, on priorise, on a un certain nombre de cuisines centrales, on priorise le don sur les très gros établissements. Sur les plus petits, c'est pas si évident que ça à mettre en place. Donc, dans ce cas-là, on priorise effectivement la vente on a un partenariat avec Too Good To Go, on sait aussi le gérer sans l'application, ce qui permet de gérer des plus petits volumes sans passer par l'obligation réglementaire du don. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, je pense que ça va répondre à la question. Alors, je ne vais pas... Marie-Christine. Alors, il y a des filières aussi qui vont s'installer, qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, ce n'est pas pour les associations, mais c'est une filière de méthanisation. C'est-à-dire qu'on peut transformer ce qui est un reste en de l'énergie, et ça, c'est pas inintéressant. Dans le cadre de l'autonomie protéique. Et la méthanisation, on n'en a pas parlé, mais est aussi un des leviers. Donc, au niveau des questions, pour l'instant, on a fait le tour. Est-ce que vous avez... Ah, Monsieur Sens. Une agriculture qui privilégie le recours aux substances naturelles et aux produits phytosanitaires est un enjeu actuel majeur. Est-ce un critère dans le choix des achats durables? Je suis désolée, excusez-nous. Une agriculture qui privilégie le recours aux substances naturelles aux produits phytosanitaires est un enjeu actuel majeur. Est-ce que ce critère est un choix dans nos achats durables? La réduction des produits phytosanitaires? Oui. Oui, bien sûr, évidemment. Alors déjà, d'un point de vue réglementaire, vous l'avez compris, la loi Egalim, demain la loi Climat, impose 20% de produits bio dans les plans de menu. Donc, par définition, un produit bio est sans produits phytosanitaires. Et donc, chez Eurest, l'objectif est d'aller au-delà. Donc, on diversifie effectivement les labels et les démarches des produits que nous référençons. Le bio n'est pas une fin animale, de bio et d'autres types de démarches qui ont encore des intrants, mais avec une réduction drastique de ces derniers. Comme l'a d'ailleurs expliqué Thierry, c'est le cas de la nouvelle agriculture. On a des intrants parce qu'il faut aussi produire, il y a aussi une réalité aujourd'hui de devoir nourrir la France, mais dans une mesure de plus en plus raisonnée des proportions d'intrants dans l'agriculture. Donc c'est un mix de tout ça. Une alimentation durable, c'est du bio, oui, sur des lignes de produits qui font sens. Et par exemple, si je reprends un paradoxe de la loi Egalim, aujourd'hui, la loi Egalim nous parle de 20% de produits bio imposés dans les menus sans provenance obligatoire. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour répondre à cette loi, on va chercher du bio ailleurs qu'en France. Ce qui est, dans une assiette bas carbone, assez peu intelligent, entre guillemets. Donc aujourd'hui, nous, on priorise effectivement le bio français, là où c'est possible une nouvelle fois, avec les contraintes aussi tarifaires que nous avons. Et derrière, on va chercher d'autres types de labels et démarches qui permettent de réduire l'impact global de l'assiette. Nous, on propose effectivement un mix de différentes solutions. Et c'est ce mix qui génère une assiette bas carbone. Et à partir du moment où il s'agit de produire des volumes, c'est là où la démarche qui nous a été expliquée par Thierry Léger est très intéressante parce qu'ils sont regroupés avec d'autres producteurs, je crois Bulbanker, je crois Demain la Terre, pour créer ce qu'ils appellent la troisième voie. C'est-à-dire au lieu qu'on soit dans l'alternative, c'est soit de l'intensif, soit du bio, il y a des possibilités d'approvisionnement qui permettent justement d'avoir des produits de qualité sans forcément être basculés dans le bio. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est sur ces sujets-là, sur des démarches d'amélioration continue. Donc, pour Terrena, par exemple, on accompagne les agriculteurs dans différents types de production, du conventionnel jusqu'au bio. Et par contre, l'enjeu est que sur toutes ces productions, on soit de mieux en mieux, qu'on utilise de moins en moins de produits, et donc on ait une amélioration continue forte. On est sur du plan de progrès, en fait. Il n'y a pas de solution immédiate et facile. On parle effectivement d'un changement drastique du monde agricole qui va prendre des années. Et ça, il faut aussi l'accepter. Et accepter d'avancer pas à pas, y compris dans nos choix, nous, d'achat et dans ce que nous mettons dans l'assiette au quotidien. Alors, on a Jean-Marie Bianic qui nous dit que la contrainte de la réduction de l'offre en fin de service peut être étalée grâce au flux des convives. Alors, en effet, au lieu d'aller en fin de service et ne pas avoir un maximum de choix auparavant,
on peut mettre en place des solutions pour avoir des créneaux de passage, de façon à avoir une fluidité au sein du restaurant et que l'ensemble des convives puissent accéder à l'ensemble des plats et des desserts, des entrées proposées. Ça a d'ailleurs été un peu accéléré avec le Covid. On a mis en place les créneaux de réservation dans beaucoup de nos restaurants. Et c'est un succès à la fois pour les convives qui ont une qualité de service bien plus agréable. Et on l'a vu, on l'a mesuré avec un gaspillage alimentaire qui a été radicalement réduit. Donc, c'est vraiment le cercle vertueux. On gagne en qualité de service et en gestion de notre gaspillage. Encore peut-être une question. Juste sur les labels, peut-être, parce qu'il y avait une question de Marine Failly sur l'association Assiette Végétale qui propose des événements donc, thématiques. Alors, effectivement, donc, vous accompagnez les restaurants collectifs pour la végétalisation de leurs offres. C'est vrai que on a la chance chez Eurest d'avoir une chef exécutive qui est complètement affirmée dans ses choix pour les plans de menu sur la végétalisation de nos offres. On a également Sabine Maillot, qui est la directrice RSE de Compass Group France. Donc, c'est vrai qu'on a la chance, nous, Compass, et donc la marque Eurest, de ne pas avoir besoin d'être accompagnée par une association pour végétaliser nos offres. Et effectivement, comme le disait Julien tout à l'heure, on l'explique aussi via nos restaurants et via nos plans de menu. Et donc, les convives sont parfaitement conscients et au courant de ce qu'on propose en fait tous les jours. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas ce label, mais on le fait quotidiennement. Voilà. Très bien. Donc, une remarque de Sophie Rousset concernant également les différentes contraintes, législations et autres. Quelque chose de pris en compte et analysé par les acheteurs, c'est l'évolution des prix. Alors, en effet, on parle de loi Egalim, augmentation des produits durables, de l'impact également du bio. Bien évidemment, tout cela, ça a un impact sur le prix final. Et il y a une énorme communication au point de vue de nos clients et de nos convives lorsqu'on répond à un appel d'offres, de façon à ce qu'il y ait une prise en charge de cette augmentation. Il ne faut pas se le cacher. Et ça, c'est une vraie culture d'entreprise. Et une vraie démarche de nous restaurateurs d'expliquer pourquoi demain il y a un impact sur tel ou tel produit parce que on utilise plus de produits durables, plus de produits locaux, plus de circuits courts, plus de produits bio. Et donc c'est quelque chose, c'est un cercle vertueux. Il faut que nos clients, nous-mêmes restaurateurs et nos convives soient bien évidemment conscients de tout cela. Pour qu'on ait demain une restauration vertueuse, il faut que tout le monde soit partie prenante dans l'exécution de cette mise en place dans les restaurants. Alors, c'est plutôt des remarques plutôt que des questions. L'offre doit tout de même rester attrayante à partir de 13h si on veut garder une atmosphère agréable dans le restaurant. Mais ça, on est d'accord, une offre resserrée peut être complètement attrayante. Ce sur quoi on travaille et ce qu'on teste chez certains de nos clients, c'est justement plus de sur-mesure à partir de 13h, des plats cuisinés minutes. En fait, on a justement travaillé sur un accueil aussi qui est différent. On a quelqu'un à l'accueil qui explique pourquoi l'offre est resserrée, qui accompagne le convive jusqu'au stand où effectivement on est sur plus de sur-mesure et de ce qu'on appelle le show cooking, à savoir du cuisiner devant le convive. Donc, je suis absolument en phase avec ce commentaire et c'est vraiment possible. Alors, il y a Sophie Rousset qui est... Jean-François Gazard. Chez nous, la mise en place des créneaux a généré une frustration par le cloisonnement des services, manque d'échange et de convivialité corporate. Alors, en effet, tout n'est pas forcément... il faut pouvoir gérer les frustrations de tout le monde. Maintenant, finalement, le Covid nous a appris que l'ensemble de la mise en place des créneaux avait aussi un impact sur les collaborateurs et de fait les convives. Donc, c'est trouver la bonne solution, en tout cas l'alternative entre réserver des créneaux et d'étaler aussi les gens vers une offre plutôt offre fin de service. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il faut pour éviter la frustration. Oui. Ça nécessite de l'organisation. C'est un vrai changement de comportement. On est obligé de réserver, d'anticiper avec qui on va déjeuner, etc. Donc, c'est vrai que c'est un changement de comportement qui s'accompagne, tout à fait. Mais comme je dirais pour la conclusion, c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est ça. Oui. Alors, on en a terminé au niveau de ces différentes questions. En tout cas, on vous remercie énormément d'avoir participé, d'avoir écouté ce webinaire. Je vais laisser peut-être Michel Gourmand conclure sur ce webinaire. Okay, merci Julien. Écoutez, merci à tous. Alors moi, le mot de la fin, ça va être surtout de vous dire, si vous êtes présents aujourd'hui tous pour ce webinaire, c'est que vous êtes forcément intéressés par la matière qui a été évoquée aujourd'hui. Donc merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment-là. Et mon mot de la fin sera plutôt de dire, soyez acteurs. Soyez acteurs en tant que consommateurs déjà. J'ai bien aimé la dénomination « qu'on soit acteur » tout à l'heure.
Donc, dans vos restaurants respectifs, soyez acteurs de vos propres choix. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes aussi dans la chaîne de décision de l'entreprise, soit parce que vous êtes gestionnaire du restaurant. Donc, soyez acteurs dans le sens, allez voir votre restaurateur, échanger sur les pratiques qui sont mises en place, qui pourraient être mises en place, échanger sur ce mode de communication. Et allez voir aussi le décideur d'entreprise, c'est-à-dire direction environnement de travail, je pense au service achat, je pense au directeur financier. RH également. Voilà, tout le monde, forcément, tout le monde soit dans la boucle. Et donc, je répète, soyez tous acteurs, voilà, et on arrivera à changer les choses. Donc, merci à vous tous. Et donc, si je conclue, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Bon appétit. Merci à tous. Bon appétit également. Et vous retrouverez, on vous enverra un lien à l'ensemble des adresses mail des participants, le replay de ce webinaire. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bon.